Shadow of the Earth Tree propose une histoire bien différente de celle d'Elden Ring. Alors que le jeu d'origine met en place énormément de choses, mais finit par répondre à l'essentiel des questions que le joueur se pose, le DLC est bien plus obscur, pour ne pas dire frustrant. Avec cette nouvelle Ça, je suis bien vidéo, d'accord. je vous propose de découvrir ou de redécouvrir l'histoire du voyage du sans éclat au cœur du royaume des ombres, à la manière d'un film. Ce ne fut pas une mince affaire, mais j'espère avoir clarifié au maximum les zones de flou qui entourent Miquella, Mesmer J'ai et 8 les heures à se faire autres. poutrer par En Adan. revanche, partant du principe que vous avez vu la vidéo précédente, je n'expliquerai pas à nouveau ce qu'il a déjà été. Encore une fois, je vous ferai vivre les événements du point de vue du héros, tout en suivant une progression logique, faisant également de cette vidéo une sorte de guide. J'espère que vous passerez un bon moment et vous souhaite Ah, mais un lui, il a agréable des super visionnage. cheveux sur son personnage. Moque des fées, vous êtes libre d'observer le cocon de Miquella de plus près. Une femme se tient à côté de ce dernier. À son allure, on devine qu'il s'agit d'une guerrière redoutable. Prénommée Leda, elle est à la recherche du Ah, mais fils de c'est vrai que Marika c'est qui elle a qu'on disparu retrouve dans devant le le royaume cocon. des Hein. ombres. Plutôt Je aimable, suis désolée au elle niveau vous du invite son, à les j'essaye de rejoindre, l'égaliser, mais il y a elle et des les autres fois, fidèles du demi. des fois sa voix elle est plus forte qu'à certains moments parce que je pense qu'il a pas de compresseur qui régule correctement et du coup des fois il y a quelques tonalités. Donc j'essaye de régler et tout, mais de temps en temps ça va être un peu plus fort et des fois il va parler plus doucement. Malheureusement ça j'y peux rien. C'est l'égalisation du son qui est pas gérée par moi. Voilà. Milieu, en touchant le bras flétri qui dépasse du cocon. Le spectacle qui vous attend est irréel. Une plaine parsemée de tombes s'étend à perte de vue. L'horizon, quant à Ouais, lui, on a déjà est regardé bouché une par vidéo du l'arbre jeu de occulte, base. l'ombre de l'arbre monde. De son sommet, des voiles tombent sur cette contrée comme pour dissimuler son existence au reste du monde. Au loin, des bâtiments noirs comme la suie habillent le paysage, sans parler du silence pesant qui renforce le sentiment de solitude et de désolation. L'histoire du royaume des ombres est tragique, Celle-là. et si la purge dont furent victimes les Kérastiens, l'une des tribus qui le peuplent, glace le sang, vous découvrirez en temps voulu qu'ici, comme dans le reste de l'Entre-Terre, le bien et le mal sont des concepts subjectifs. Sans but précis, vous avancez en direction des ruines les plus proches quand un exécrable, nom donné à ces guerriers kérastiens masqués, passe à l'attaque. Si vous voulez Jadis un peu des plus fort, ascètes vous me dites. aspirant Hein. à devenir des divinités protectrices, ils manient des chakrams, qui servaient autrefois d'accessoires lors de leurs danses rituelles autoflagellatrices. Enfin, eux, c'est des petits Les bâtards. cornes de Hein. leurs masques peuvent surprendre pour leur ressemblance avec celle des réprouvés. Mais avant d'être Oni dans l'Entre-Terre, elles étaient considérées comme un attribut divin lié au creuset de la vie. Au sud de la plaine, des animaux gambadent en toute quiétude dans un bosquet. Parmi eux se promène toutefois l'augure, un homme qui se bat tel une bête sauvage. Prenant garde à ne pas embrocher par inadvertance un lapin innocent, vous triomphez de votre adversaire et découvrez une arme à votre goût. À la lisière du bois, la vue est superbe. Le royaume des ombres s'étend en contrebas de la falaise et le contraste entre les couleurs est saisissant, renforçant ainsi le sentiment d'irréel qui prédomine dans ce lieu. Au loin, la carcasse d'une énorme vouivre attire l'attention. Peut-être est-elle morte de vieillesse, difficile à dire à une telle distance. Le chemin qui part du bosquet mène à une église délabrée, gardée par un chevalier noir. L'adversaire ne plaisante pas avec son énorme marteau, ce qui confirme, après le duel face à l'augure, que les habitants du royaume des ombres ne sont pas plus accueillants que ceux de l'Entre-Terre. Devant l'autel, vous trouvez une esquille de l'arbre occulte que la population utilise pour prier. Surprenamment, la statue de Marika a été décapitée et laissée ainsi. Cet outrage incroyable envers la reine laisse penser qu'elle est détestée dans cette région du monde pour une raison encore floue. À proximité de votre point d'arrivée, des ruines calcinées et des spectres esselés racontent une histoire violente. Le premier se demande pourquoi Mesmer et ses sbires les ont brûlés vifs, tandis qu'ils n'aspiraient qu'à vivre paisiblement. Le second cherche un moyen de se venger de son bourreau, ainsi que de tous les rejetons de Marika. Vous comprenez alors que ce Mesmer est probablement l'un des enfants de la reine. Pourquoi le reste de l'Entre-Terre a-t-il oublié son nom? Vous espérez le découvrir. Élément probablement déterminant dans ce massacre, le golem gigantesque qui erre dans la plaine. Équipé d'un fourneau pensé pour y jeter ses victimes, il est aussi bien redoutable au corps à corps qu'à distance. Sur son corps, des géants de feu sont représentés. Il y a même une effigie qui symbolise le dieu cruel. Cette machine fut de toute évidence conçue pour inspirer la terreur, et il faut reconnaître que ça fonctionne. Plus loin se trouve un village délabré, peuplé de créatures étranges. Ces androptères sont des kérastiens qui succombèrent à la maladie des mouches. Étrangement, ceux qui soignaient et veillaient à offrir des funérailles honorables aux infectés n'étaient jamais touchés par ce mal. Inutile cependant de s'apitoyer sur le sort de ces hommes mouches.
La frontière entre bénédiction et malédiction est mince dans l'Entreterre, et on raconte que les Kérassiens qui allaient au bout de leur transformation ne connaissaient plus la souffrance. Fait surprenant, un sorcier manipule les incantations du sang, montrant que la mère de la vérité exerce son influence jusqu'au royaume des ombres. En scrutant l'horizon, on aperçoit une croix briller au loin. À son pied, vous rencontrez 2 guerriers. Freya est une chevaleresse des Lions Rouges et servait le général Radan. Votre présence ne la surprend pas car Leda avait déjà annoncé votre venue. Freya cherche également Michaela, même si ses motivations demeurent obscures pour le moment. Elle dégage une grande sérénité, mais l'entaille profonde sur son masque interpelle. Par pudeur, vous préférez ne pas aborder le sujet. L'autre guerrier qui se tient à côté de la croix est un Kérastien. D'ailleurs, il ne dira jamais son nom. Méfiant, car vous arrivez de l'Entreterre, il affirme que Marika a trahi son peuple, devenant de fait son ennemi juré. Peu loquace, le Kérastien concède toutefois croire en la sincérité. Comment ça, Marika a trahi son peuple? C'est vrai que pour l'instant, on ne sait pas encore pourquoi est-ce que Marika est un peu détestée, je crois. C'est marrant, parce que du coup, elle vient d'ici. Genre, son village natal est du royaume des ombres. Michaela, qui serait venue au royaume des ombres pour libérer son peuple de sa souffrance. Les croix indiquent les endroits où le demi-dieu renonça à quelque chose pour mener à bien sa quête. Ici, c'est un morceau de sa propre chair qu'il abandonna pour prouver sa détermination. Non loin des 2 guerriers, on trouve l'entrée d'une grotte qui semble avoir été creusée sous la ville fortifiée de Bellura. La surprise est grande en découvrant qu'il s'agit en fait d'une geôle qui s'enfonce dans les profondeurs de la terre. Et elle l'est davantage en trouvant des jarres entassées par centaines. L'origine des vives jarres de l'Entreterre n'avait jamais été un sujet de réflexion jusque-là. Alexander s'était présenté comme le réceptacle des restes de grands guerriers, et les petites vives jarres étaient trop mignonnes pour susciter la moindre interrogation. Pourtant, la découverte de cette geôle ferait vaciller l'aventurier le plus aguerri. Le sort réservé aux prisonniers dans ce lieu contrôlé par les Kérastiens est à vomir. Les détenus sont ici tués, puis débités en morceaux avant d'être utilisés pour remplir les jarres. Le but était de créer des créatures divines, pour ne pas dire des saints. Malheureusement, l'opération échouait la plupart du temps. Le résultat est cet amalgame de chair, cette forme vaguement humanoïde et parfaitement monstrueuse qui se love au fond des jarres. Ces créatures irradient de douleur, mais baisser sa garde par pitié serait une erreur, car elles sont très dangereuses. Au fin fond de cette prison, vous découvrez 11, un maître bretteur demi-humain. Il choisit autrefois de s'enfermer ici de son propre chef, afin d'échapper à son destin. Autrefois dévoué au culte de l'épée constellée, il comprit que la procession d'étoiles ne conduirait qu'à l'anéantissement. D'ailleurs, Yosh, l'un de ses disciples, l'accompagna dans cette démarche. 11 est un adversaire d'une rapidité incroyable et un épéiste formidable. Vous regrettez que votre duel s'achève dans un lieu si froid, obscur et terrifiant. Après avoir quitté cet endroit sinistre, vous partez en direction de la ville fortifiée quand, en chemin, vous apercevez une nouvelle croix où Michaela abandonna un autre morceau de chair. À côté se tiennent 2 guerriers. Le premier, Sir Moore, est également un marchand peu bavard. Vous attribuez son apparence un brin rigide à son énorme armure vert de gris, même si ce métal est réputé pour sa souplesse. Étrangement, il rappelle Gori, cet individu douteux rencontré dans la région de Caelid. Cependant, il ne dégage pas la moindre once de duplicité. Au contraire, une certaine bienveillance émane de lui. Moore déclare vouloir aider les fidèles de Michaela, mentionnant notamment Leda et la nuée glaneuse. Ansbar, quant à lui, était jadis un grand guerrier au service de Mog. De son propre aveu, sa lame s'est émoussée au fil du temps et il se consacre désormais à ses recherches. Il s'interroge notamment sur le véritable but de Michaela, car il refuse de servir un nouveau maître sans savoir comment lui être utile. Il vous donne alors pour mission de lui rendre compte des autres croix que vous trouverez au cours de votre voyage. Ansbar mentionne également la nuée glaneuse avec laquelle Sir Moore fait affaire. Le vieux sage affirme que ses membres ne présentent aucune menace et vous exhorte à la plus grande retenue. Avant de gravir les marches qui mènent à Bellura, vous longez la falaise jusqu'à trouver les ruines de la ville panoramique. Là, quelques démons errent, désœuvrés. Il ne faut pas se fier à leur allure grotesque, car ces créatures sont capables de manipuler les incantations du sang. Humains à l'origine, ils constituaient une tribu mineure du royaume des ombres. Durant la purge menée par Mesmer, ils découvrirent la mer de la vérité. La divinité extérieure les sauva de la mort au prix fort, puisqu'elle les transforma en démons sanglants qui depuis prennent part à des rituels à sa gloire. En contrebas des ruines, vous rencontrez un adepte de la putréfaction. Décontenancé, vous êtes sur le point de le passer au fil de l'épée quand vous réalisez qu'il ne vous veut aucun mal. Mieux, il vous donne une page de manuel vous permettant de préparer un petit foie inifugé en saumure. Certes, on a vu plus appétissant, mais le geste est appréciable. Cet adepte de la putréfaction est en fait l'un des membres de la nuée glaneuse mentionnée par Sir Moore. Cette collaboration surprenante pousse à s'interroger sur la nature du marchand.
Se pourrait-il que cette armure vert-de-gris cache un insecte humanoïde? Peu importe au fond. Au bout de la falaise, l'église de la Bénédiction tombe en ruine. Là encore, la statue de Marika a été profanée. L'endroit présente peu d'intérêt, si ce n'est celui d'offrir une vue imprenable sur l'arbre occulte. Autrefois, on pensait que la sève bénie de l'arbre-monde s'écoulerait de ses branches pour l'éternité. Mais cette période d'abondance fut de courte durée, et, au fil du temps, il devint un simple objet de vénération. Juste en dessous, dans la plaine sépulcrale, se trouve un mausolée sans nom. En son sein réside un chevalier de la geôle solitaire. Ces guerriers sacrifièrent leurs émotions au profit d'une force bestiale, ce qui explique pourquoi ils cognent fort. Après votre victoire, vous partez pour Bellura, la colonie bâtie sous la tour sombre. La cité est certainement restée coupée du monde pendant longtemps, à en croire le nuage de poussière créé par l'ouverture des lourdes portes. Dans ce lieu à la lumière tamisée, règne un silence de plomb. Pourtant, vous n'êtes pas seul. Un énorme scorpion araignée vous tombe littéralement dessus. Originaire de l'église du Bourgeon, on peine à comprendre comment ces créatures ont pu évoluer dans de telles proportions. Eux, ils étaient L'architecture sacrément bien kérastienne a faits. quelque chose de fascinant. Putain. Ce peuple aime les décorations chargées, mais a visiblement un attrait particulier pour les spirales que l'on retrouve partout où l'œil se pose. De toute évidence, les Kérastiens étaient très croyants et leur société s'organisait autour de leur foi. De retour à la lumière du jour, vous prenez la pleine mesure du désastre qu'a connu la ville. L'atmosphère est pesante et l'accueil hostile au milieu des ruines, mais difficile d'en tenir rigueur aux quelques âmes qui errent encore ici. Tandis que vous vous enfoncez dans la cité, vous croisez un premier guerrier cornu. Son home confirme l'importance des cornes dans les croyances kérastiennes. Mais l'heure n'est pas à la contemplation, car sa force... Est-ce que Mog, c'est un Kérastien? Parce qu'il a des cornes aussi. Genre en mode... on dit... En vrai, j'avais jamais regardé leur casque, mais on dirait Mog en vrai, c'est... Genre juste le visage, c'est genre pas Mog, mais voilà quoi, les cornes c'est pareil. rivalise sans problème avec celle du chevalier du Creuset, et nécessite donc toute votre attention. Ah, il utilise qu'à l'épée Dans une pour cour pouvoir stun attenante, comme ça. un chevalier de feu répondant au nom de Quillin passe à l'attaque. Le combattant déclare sur un ton énigmatique que tous les êtres répudiés par la grâce doivent mourir dans les flammes de Mesmer. Le chevalier se bat avec rage et, si vous n'êtes pas du genre à vous fier aux apparences, vous ne pouvez vous défaire de l'idée qu'il en veut surtout à son coiffeur. Avant de disparaître, il réitère ses menaces et son allégeance à Mesmer. Difficile de ne pas faire le lien entre ce dernier et la destruction de Bellura. Si j'ai bien compris, les Kérastiens ont récupéré les cornes sur les autres. Ok, d'accord. Ouais, donc en fait, ils ont pas de cornes de base. Même si la motivation cachée derrière un tel déchaînement de violence vous échappe toujours. La colonie abrite également une croix où Michaela abandonna son bras gauche. Tandis que vous avancez au milieu d'Androptère, vous vous demandez à quoi peut ressembler un demi-dieu qui s'ampute peu à peu. Surtout, comment se déplace-t-il? Peut-être que quelqu'un le porte. Non loin de là, vous ramassez une clé. Elle permet d'ouvrir la réserve située à côté de sorciers croisés plus tôt. À l'intérieur, une Kérastienne fort âgée vous accueille avec véhémence, vous prenant pour un sbire de Mesmer. Son ton exaspéré trahit une fatigue immense. Elle reproche à son armée d'avoir pillé la ville avant de la détruire, et, pire encore, d'avoir barré l'accès à la tour divine de son peuple. La matriarche n'a pas de mots suffisamment durs pour décrire Marika, la traitant tour à tour de catin et de reine dépravée. De qui Mesmer est-il le fils? Les mausolées errants de l'Entreterre, tombeaux des enfants non désirés de Marika, prouvent que la vie de la reine recèle bien des mystères. Une chose est sûre, le culot de la vieille dame force le respect. Vous décidez donc de la laisser tranquille. Dehors, votre regard se tourne vers les cieux où une masse énorme est drapée d'un voile d'ombre. En privant les Kérastiens de l'accès à leur tour divine, Marika a commis un acte incroyablement violent. Cependant, rien n'est jamais tout noir ou tout blanc, et la matriarche s'est bien gardée d'expliquer ce qui avait provoqué la fureur de la reine. La visite de Bellura se termine devant une immense porte close. Flairant le danger, Freya vous rejoint. Dans la grande salle d'audience se trouve une créature inanimée. Résonne alors la voix de la matriarche qui semble réciter une incantation. Puis la bête prend vie sous vos yeux. Manœuvrée par plusieurs personnes, elle ressemble à un lion dont la façon de se mouvoir rappelle une danse. Seuls les guerriers cornus les plus valeureux avaient l'honneur de pouvoir manier cette structure. Quand Mesmer attaqua la colonie, les bêtes divines s'interposèrent pour protéger les habitants, mais furent empalées les unes à côté des autres, comme pour décourager les Kérastiens les plus téméraires. La victoire acquise, vous empruntez les escaliers qui mènent à la tour divine. Sur le chemin, un spectre vous supplie d'aider Michaela à devenir un dieu afin qu'il leur apporte le salut en retour. Malheureusement, l'ombre qui recouvre la partie supérieure de Bellura forme un voile impénétrable. Leda a laissé là une missive indiquant que la tour scellée abrite un portail divin que convoite sans doute le demi-dieu. Bloquée par les ombres,
elle tentera sa chance à l'est, tout en suivant les croix laissées par Michaela. Avant de quitter Bellura, vous retournez voir la matriarche, cette fois affublée de la tête de la bête divine récupérée sur la créature. Le subterfuge fonctionne, et la vieille dame vous prend pour un colosse kérastien. Elle vous demande de laisser son fils, le guerrier qui se tenait près de Freya à votre arrivée, vous accompagner au combat. La matriarche en profite également pour vous apprendre une incantation kérastienne et vous offrir un ragoût de scorpion, ce qui change des crevettes de l'entreterre. Ansbar est heureux d'en apprendre plus sur la croix de la colonie. Selon lui, Michaela est déterminée à sacrifier sa chair dans son intégralité et cherche comment pénétrer dans la tour divine. Freya, quant à elle, se montre rassurée par vos talents au combat. Elle mentionne également son home endommagé. La chevaleresse se trouvait au marais d'Ivoine quand Malenia libéra la putréfaction écarlate. À l'agonie, elle fut sauvée sur le fil par Michaela, qui vint aspirer le poison de ses plaies malgré leur purulence et leur puanteur. Attendez quoi? J'ai rien compris. Par vos talents au combat. Elle mentionne également son home endommagé. La chevaleresse se trouvait au marais d'Ivoine quand Malenia libéra la putréfaction écarlate. Ah, À l'agonie, elle fut sauvée sur le fil par Michaela, qui vint aspirer le poison de ses plaies malgré leur purulence et leur puanteur. Depuis, cette blessure fait sa fierté. Freya vous confie que le kérastien est également tombé sous le charme de Michaela. on va finir par savoir pourquoi enfin, genre, ça fait partie de son pouvoir, je crois, à Michaela, c'est ça, de faire en sorte que, genre, tout le monde tombe, amoureux de lui, enfin, genre, entre guillemets, quoi, que tout le monde l'aime. Bah, je sais pas, ouais, moi, pour moi, il a l'air vraiment gentil, genre, je comprends pas, en fait, pourquoi est-ce qu'il est mal vu. Faisant Ah. par conséquent de lui un allié. Ces mots ont une dimension particulière. Le pouvoir du demi-dieu était connu dans toute l'entreterre et faisait de lui le plus craint d'entre tous. Car finalement, que faire face à quelqu'un qui peut contraindre les gens à l'aimer? Cela explique d'ailleurs pourquoi les personnes rencontrées jusqu'ici sont si élogieuses à l'égard de Michaela. Aucun autre demi-dieu ne suscite une telle admiration. De l'autre côté du viaduc de l'Elac, des soldats de Mesmer ont établi un camp militaire protégeant l'accès au château d'Ensis. Vous l'ignorez pour l'heure et partez en direction du sud-ouest. À proximité du camp, l'armée de l'Empaleur est aux prises avec des démons sanglants. Derrière eux, une cavité modeste permet d'accéder à une forge abandonnée. Ce n'est pas la seule du royaume des ombres, mais malheureusement, elles ne vous apprendront pas grand-chose, si ce n'est que l'art de forger était autrefois considéré comme un acte divin. Le canyon qui jouxte la forge mène à une cabane délabrée où un spectre contemple le pic déchiqueté. Il implore Bale, un dragon tyrannique, de semer la destruction, d'éliminer les fiers, les arrogants et les vaniteux. Une telle requête titillerait la curiosité de n'importe quel Et il est aventurier. Bien mort! que gravir cette montagne semble désormais inévitable. Ce con de dragon, là. Surplombant la cabane délabrée, Putain. le fort de la réprimande ne respire pas la joie de vivre. Un tueur de réprouvés arpente la cour principale du fortin. Faire appel à eux pour traquer les kérastiens a du sens. Plus surprenant, le fait que les pendus qui pourrissent à la vue de tous soient en vérité des soldats de Mesmer. Le génocide d'un peuple ne devait pas plaire à tout le monde. On amenait alors les rebelles dans ce lieu isolé pour les exécuter. Étaient-ils nombreux à exprimer leur désaccord? Le charnier au sous-sol du fort est un élément de réponse. Vous découvrez d'ailleurs que les bourreaux n'hésitaient pas à utiliser des iris d'occultation sur leurs victimes. Cet objet, utilisé à l'origine par les prêtres de l'Arbre-Monde, permettait de susciter la terreur chez son porteur en le privant de toute lumière. Après tout, pourquoi tuer quand on peut d'abord torturer? Sur l'un des corps, vous trouvez une rune de Marika, une rune spéciale qui était donnée aux guerriers qui prenaient part à sa croisade. Vos craintes concernant ce lieu étaient donc fondées. Dans la partie supérieure de la bâtisse, Edred, un chevalier noir, monte la garde. Sa maîtrise d'un aspect du creuset surprend et rappelle des guerriers tels Siluris ou Ordovis. Mais c'est son armure qui attire le plus l'attention. L'arbre occulte couleur or sur son plastron montre que Marika ne manque pas d'humour quand il s'agit de vêtir des guerriers forcés à combattre dans une guerre sans grâce ni honneur. Votre soif d'exploration vous mène jusqu'à la côte céruléenne, un lieu stupéfiant de beauté qui doit son nom aux innombrables fleurs bleues qui tapissent le sol. Autre singularité, les colossaux cercueils de pierre qui jonchent le rivage. Ils se sont échoués ici tels des navires qui viennent parfois s'abîmer sur les plages. Leur origine étant inconnue, la seule chose sensée à faire semble être de les contempler en silence. Le long de la côte, vous découvrez une nouvelle croix où Michaela abandonna ses doutes. Des nymphéas pourpres, d'une grande Bisous élégance, des mélieuses. poussent dans les environs, mais mieux vaut éviter de les toucher car leur nectar, semblable à un poison sirupeux, est connu pour plonger son consommateur dans un profond sommeil. Vers l'est, un autre paysage irréel récompense le voyageur courageux. Parler de beauté serait toutefois incongru. L'endroit fait penser à un cratère dans lequel des concrétions rocheuses ressemblant aux fameux doigts se seraient formées. Pas pressé de visiter ce lieu, vous faites demi-tour et finissez par découvrir une faille dans laquelle une barrière magique interdit toute progression. Plus loin, c'est un mausolée sans nom qui accueille le visiteur curieux.
À l'intérieur, une danseuse de Rana attend un adversaire à sa mesure. Les gens ne tarissent pas d'éloges sur la magnificence de leur danse. Ces artistes ont la réputation de s'impliquer de tout leur être dans leur passion, au point d'en oublier leur nom à force de virevolter sans cesse. Mais elles le font sans regret, car c'est le sens même de leur vie. Cette danseuse vous rappelle la concubine de Rykard, qui était elle aussi une danseuse venue d'une contrée lointaine. Peut-être sont-elles liées. Même si la réponse ne sera jamais connue, la coïncidence est troublante. À l'extérieur du tombeau, la route mène à une autre plage où sont réunis des demi-humains et leur reine Mariga. Elle avait pour habitude de confier une épée constellée aux épéistes qui juraient alors de découvrir la vérité résidant au bout de la procession d'étoiles. Or, 11, le maître bretteur, pensait qu'elle ne pouvait conduire qu'à l'anéantissement. Sans savoir pourquoi, vous faites le rapprochement avec Azur, Lussat ou encore Sélène, qui ont péché par orgueil et connu des fins tragiques. Sur la route du château d'Ensis, un autre chemin attire votre attention et, n'étant plus à un détour près, vous l'empruntez. Au pied d'une nouvelle croix où Michaela renonça à un autre morceau de chair, vous faites la connaissance de Thiolier. D'apparence calme, sa voix trahit une certaine mélancolie. Lui non plus n'est pas surpris de vous voir car Leda a mentionné votre arrivée. Il fait partie de ce groupe de guerriers venus au Royaume des Ombres pour suivre la trace de Michaela. Cependant, Thiolier est beaucoup moins exalté que ses camarades. Peu sûr de lui, il prétend n'avoir aucun talent autre que celui de savoir confectionner des poisons. Vous ne savez que penser de cet homme. Son masque rappelle celui de Varé le Blême, ce qui vous pousse, à tort peut-être, à faire preuve de méfiance. La magie du déplacement instantané permet de rendre compte à Ansbar de vos dernières découvertes. S'il n'a que faire de Thiolier, la côte céruléenne éveille son intérêt. Selon lui, la présence de Nymphéa pourpre prouve que Michaela a abandonné sa moitié, son bourgeon de sommeil comme la surnomme le vieux sage. Se pourrait-il qu'il fasse référence à Sainte Trina? On ne sait rien de ce personnage énigmatique car il disparut aussi vite qu'il apparut. Cependant, les habitants de l'Entreterre l'associaient au sommeil. Plus troublant, certains disaient qu'il s'agissait d'une jeune fille, d'autres d'un jeune garçon. Si Radagon et Marika étaient les deux faces d'une même pièce, peut-être en était-il de même pour Michaela et Sainte Trina. Les propos d'Ansbar ne font que piquer votre curiosité et vous convaincre que la barrière magique aperçue au fond de la faille cache un grand secret. Sir Moore, quant à lui, vous remet une liqueur noire comme l'ébène à destination de Thiolier. En guise de remerciement, ce dernier prépare une concoction particulière puisque suffisamment puissante pour endormir un dragon ancien. Toutefois, il ajoute que cette potion plongerait n'importe qui d'autre dans un sommeil éternel. Thiolier, ce petit gothique dépressif, trouve l'idée réconfortante. Une centaine de mètres plus loin, des hurlements de douleur rompent le silence qui plane sur le royaume des ombres. Un homme mutilé gît sur le sol. Prénommé Igon, le malheureux maudit Bale de toutes ses forces. Sa fureur impressionne et contraste avec le spectre croisé plus tôt qui semblait admirer le dragon tyrannique. Sans mot dire, vous poursuivez en direction du pilier de suppression. Cette singularité architecturale fait penser à une version miniaturisée des tours divines de l'Entreterre. Au sommet, pas de mini-doigt, mais une simple stèle qui indique que ce pilier est situé au centre même de l'Entreterre. Cette inscription confirme que le royaume des ombres fit jadis partie du reste du monde, au même titre que Liurnia, Caelid ou Nécrolimbe. D'ailleurs, cette contrée portait sans doute un autre nom, oublié de tous aujourd'hui. La seconde partie de l'inscription est plus mystérieuse. Il est écrit que la mort sous toutes ses formes vient s'échouer et disparaître ici. Vous choisissez de l'interpréter au sens littéral. L'Entreterre est une terre d'accueil pour tous les morts. Rien de plus, rien de moins. Il y a beaucoup En d'infos, redescendant, putain. vous entendez de nouveau la voix d'Igon. Sa colère s'est désormais mue en peur et il implore qu'on le laisse tranquille, qu'on ne le fasse plus souffrir. De telles blessures ne peuvent que briser un homme et l'on ne peut que se montrer compatissant à son égard. Plus loin, des statues de dragons en piteux état marquent l'entrée de la fosse aux dragons. Au détour d'une galerie, un dragon du magma vous attaque. Jadis un homme, il fut condamné à ramper sur le sol comme tous ceux qui abusèrent de la communion draconique. On l'a fait, lui? J'ai un doute si on l'a fait. Bon, on l'a forcément fait. Pour ça qu'une heure de vidéo, c'est court. Ouais, mais 3 heures, c'est... 3 heures, c'est bas de long, hein. Putain, on va voir. Si jamais on n'a pas compris, au pire, on se fait la vidéo de 3 heures, mais... voilà, quoi. La fosse aux dragons était probablement un lieu de culte dans le passé, mais elle semble avoir été pillée et abandonnée depuis longtemps. Au bout du chemin, un précipice invite au plongeon. Et au fond, un homme dragon ancien vous accueille avec son énorme katana. Son existence prouve que la communion draconique pouvait réussir, à condition de dévorer un cœur rocheux. Il est marrant son build à l'autre, d'ailleurs. Parce qu'en fait, il fait une contre-attaque. Genre, il part pas, il bloque les attaques et après, il peut contre-attaquer. Il est marrant son build, j'aime bien. Et non celui d'un dragon inférieur. Dehors, vous faites face au pic déchiqueté.
Une Ah vouivre ouais? se repose, probablement épuisée après avoir lutté pour sa vie. Au sud, vous pouvez enfin admirer de près la dépouille colossale de la wyvern visible depuis la plaine sépulcrale. Vous n'êtes pas vétérinaire, mais il est plausible que son cœur ait été arraché Si on comprend pas le vidéo de 3 heures, on regarde la vidéo de 11 heures. Putain. après sa mort pour être consommé dans le grand hôtel bâti devant elle. Quant à la cause du décès, l'énorme masse plantée dans sa nuque a certainement joué un rôle déterminant. On peut néanmoins se demander qui aurait pu manier une arme aussi grosse Oui, et regretter exactement. de ne jamais connaître la réponse. On trouve également de petits harpons plantés dans sa chair, une arme utilisée par les guerriers de la communion draconique pour chasser ceux qu'ils considéraient impurs. Un dragon humanoïde patiente à côté de l'autel. Prénommée Florisax, elle est un dragon ancien qui prit forme humaine pour promouvoir la communion draconique auprès des hommes. Son histoire rappelle celle de Landsax, la sœur de Fortisax, qui fit de même du côté de Leindel. Florisax cherche à convaincre les aventuriers de prendre d'assaut le pic déchiqueté où se cache Bale, en leur promettant que dévorer son cœur serait la forme de communion la plus pure. Bale est le plus vieux et infâme des dragons. La prêtresse le déteste car il osa défier Placidusax et le blessa grièvement avant de fuir tel un lâche. Pour se venger, le seigneur et ses fidèles créèrent la communion draconique afin de pousser les hommes à traquer les rejetons du traître et à les dévorer. Difficile de voir dans cette pratique une bénédiction quand on connaît le sort réservé à ceux qui abusent des cœurs de vouivres. Le discours de Florisax amène à réfléchir. Pourquoi les vouivres sont-elles considérées inférieures ou impures par rapport aux dragons anciens ? S'agit-il simplement d'une lutte de pouvoir perdue par ces dernières, et la raison qui motiva Bale à se rebeller ? La nuit tombe vite sur le royaume des ombres. Florisax en profite pour adresser une prière à Placidusax. Elle s'astreint à rester éveillée pour lui offrir son sommeil, afin qu'il se repose dans son refuge hors du temps. Admirative devant tant de courage, vous lui administrez la potion de Thiolier afin de lui accorder une sieste qu'elle se refuse depuis des lustres. L'effet est immédiat, et tandis qu'elle ronfle, vous partez en direction du pic déchiqueté. Sur la route, deux vouivres s'affrontent férocement. C'est un spectacle rare que vous savez apprécier. Et puis, il paraît plus sage d'attendre à distance pour ensuite croiser le fer avec le vainqueur. Exactement. Gonji, non loin de là. À bout de force, et grandement diminué par ses blessures, il lui est impossible de continuer l'ascension. Il vous implore alors de faire appel à son âme lorsque vous rencontrerez Bale. Refuser sa dernière volonté est impensable. La pente est raide et il faut de plus esquiver des rochers qui déboulent d'on ne sait où. Des floraisons de dracoflore poussent le long du sentier. Ces végétaux étranges ne fleurissent qu'une seule et unique fois sur le cadavre des guerriers ayant pris part à la communion draconique. De toute évidence, vous n'êtes pas le premier homme à se lancer à la conquête du pic. Plus loin, Sénésax barre l'accès au sommet de la montagne. Sa présence interpelle car elle permet de réaliser que Bale avait des alliés parmi les dragons anciens. Le conflit qui l'opposa à Placidusax est certainement plus complexe qu'il n'y paraît, mais malheureusement, vous n'en saurez pas plus. La mort de Sénésax ouvre la voie vers la paroi extérieure du pic déchiqueté. Là, les éléments se déchaînent chaque seconde un peu plus, la visibilité devient quasi nulle et le tonnerre assourdissant manque de vous crever les tympans. Au sommet, vous découvrez ce qui ressemble fortement à une caldeira. Le pic n'est pas qu'une simple montagne, c'est en fait un volcan. Le sol est tapissé de milliers de floraisons de dracoflore qui représentent autant de cadavres de guerriers. Ce paysage aussi grandiose que macabre confirme que Bale n'est pas un adversaire à sous-estimer. Avant d'avancer plus loin, vous honorez la promesse faite à Igon et faites appel à lui. Soudain, l'effroyable se manifeste. Bale impressionne autant par la puissance qu'il dégage que par la gravité de ses blessures. En plus des deux têtes de Placidusax toujours fichées sur son dos, il a perdu une jambe et ses deux bras ailés ont été arrachés. L'affrontement est d'une violence rare, faisant de Bale l'une des plus grandes menaces de toute l'Entreterre. Multiplier les coups semble vain, tant le dragon ne faiblit pas. Il parvient même à matérialiser des ailes spectrales quand sa colère atteint son paroxysme. Il devient alors impossible de savoir si les enfers se déchaînent à cause de sa furie ou si le volcan est en train de se réveiller. Quand Bale rend son dernier soupir, l'âme d'Igon est enfin apaisée. Florisax vous remercie d'avoir réalisé le rêve de son seigneur. Néanmoins, elle ne peut s'empêcher d'être amère car en succombant au sommeil, elle a rompu son serment envers Placidusax et dit qu'il ne la regardera plus. Pire, elle aurait perdu son titre de dragon ancien. Je me demande si y a un dialogue spécial si vous tuez Placidusax. Moi, je l'ai pas rencontré cette dame et je l'ai pas tué le dragon. Donc, mais je me demande, vu qu'elle a l'air de, ça se trouve il y a une petite phrase qu'on peut dire genre en mode, ou alors elle le décèle genre, vous avez tué mon maître, je vais vous tuer en retour, ou un truc comme ça serait marrant. Quand vous confessez être responsable de son endormissement, elle exige que vous deveniez son nouveau maître. Ne pouvant décemment pas refuser, vous acceptez. Votre œil est ensuite attiré par une clairière où fleurissent des milliers de plantes vermineuses. Pas plus botaniste que vétérinaire, elle ressemble tout de même... Sérieux, il y en a pas ? Putain, ça aurait été drôle, genre qu'elle soit vraiment, elle se mette en colère et du coup elle soit en mode
que ça bloque pas genre le site draconique, mais genre qu'en gros, voilà quoi. À s'y méprendre à des licorices rouges, également surnommées fleurs de l'au-delà. D'après la légende, elles poussent le long du chemin menant aux enfers afin de guider les défunts vers la réincarnation. Si votre intuition est bonne, les fleurs bleues de la côte céruléenne pourraient être l'antithèse de celle-ci et donc indiquer la route vers la damnation. La clairière où vous vous trouvez est le tombeau secret d'un individu aujourd'hui oublié. Compte tenu du contexte, peut-être était-il le premier des nochers diaphanes, ces vieux gardiens des tombes qui sillonnent l'entreterre. Plus loin, après avoir échappé à un rapace funeste puis à un autre golem du fourneau, vous découvrez une nouvelle geôle sinistre. Dans cette prison tortueuse qui regorge de dangers et de pièges, on trouve le larmoyeur, personnage unique dans toute l'entreterre. De corpulence ordinaire, il n'impressionne pas au premier coup d'œil. Pourtant, ce n'est pas un hasard si les Kérastiens l'ont enfermé aux confins du royaume des ombres. Rendu aveugle par les cornes qui crevèrent ses yeux, le larmoyeur connaîtrait la béatitude des élus du paradis. Néanmoins, son visage triste pousse à s'interroger sur ce qu'il a découvert une fois plongé dans l'obscurité la plus totale. Effrayé par ce don divin et son lien potentiel avec les géants, ses tourmenteurs l'abandonnèrent dans les tréfonds de cette geôle sombre et froide. Malheureusement, le larmoyeur emportera son secret dans la tombe. Désabusé, vous retournez au château d'Ensis. Le lieu dégage une atmosphère particulière. La faute aux dizaines de corps empalés de part et d'autre du pont qui y mène. Sans parler de ce troll qui manie une épée aux couleurs de la famille royale de Caria. Ce n'est finalement pas surprenant, car cette forêt abrite Rélana, chevaleresse des lunes jumelles et sœur cadette de Rennala. En sus du troll, un érudit du cursus de Lazuli fond sur vous. Les adeptes de ce courant, initialement dévoués à l'étude des sorcelleries de Caria, finirent par s'en détourner, plaçant la lune sur un pied d'égalité avec les étoiles. Leurs robes, de la couleur de l'astre Sélène, symbolisent leur hérésie. Vers l'entrée du château, des soldats de Mesmer taillent le bout de gras, tandis que des aristocrates errent sans but. Lunaritil garde l'entrée du château. Chambellane de Rélana, elle est également l'amie des trolls qui servaient la famille royale. Elle suivit sa maîtresse au royaume des ombres dès le début de la croisade de Mesmer. Malheureusement pour ses camarades et elle, ils demeurèrent prisonniers de cette contrée quand Marika l'isola du reste de l'entreterre. Le château d'Ensis est aujourd'hui quasiment désert. Au sommet, dans le patio d'observation lunaire, Rélana interdit l'accès à l'Altus occulte. Princesse de la famille royale de Caria, elle renonça à son héritage pour suivre Mesmer dans sa croisade, même si elle avait conscience que l'éclat de la lune ne suffirait pas pour apaiser ses souffrances. Sa dévotion lui valut rapidement le titre de l'âme de Mesmer. D'ailleurs, en plus de la magie, elle n'hésite pas à manipuler le feu. Rélana est une épéiste formidable et se montre bien plus dangereuse que sa grande sœur. Oui, bah en même temps, sa grande sœur, vraiment, c'était un des boss les plus... avec Godric, un des boss les plus passables de Elden Ring, le jeu de base. Hein. La victoire vous ouvre la voie vers l'Altus occulte. Sa grande sœur, c'est Rennala. C'est une magicienne. C'est... Attendez, je vais te montrer sa photo. Rennala. Genre, elle est très belle en vrai. Hein. Et elle a une histoire très triste, mais genre... elle... ouais, elle est passable, quoi, tu vois. Genre, son combat est un peu nul, quoi. La petite sœur, elle s'appelle Rélana. Attendez. C'est vrai que c'est ressemblant. Rélana, la petite sœur. Et elle, c'est Rennala. C'est elle, sa grande sœur. Et c'est une magicienne. Mais genre, en vrai, elle fait des attaques un peu nulles. Genre, elle était juste chiante parce que j'avais du mal à l'approcher vu mon build, mais... Et elle a une histoire très triste avec Marika. C'est un cauchemar, les noms dans ce jeu. Ouais, mais du coup, je pense qu'ils ont voulu marquer le fait que, par le nom, le fait que du coup, elles étaient de la même famille. Mais bon, c'est vrai que du coup, c'est un peu... On se mélange un peu les pinceaux. Les pinces. Vas-y, nique ça j'arrive pas à parler. Mais ouais. Par contre, elle est très belle et son histoire est cool, mais la pauvre, son combat est nul, quoi. Genre parce qu'elle a une P1 comme ça, en fait. Marika et Michaela, c'est le jeu de base et Michaela, le DLC. Ouais. Marika, c'est Marika avec un I. Marika, c'est vraiment dans le jeu de base et tout.
Et c'est vrai que du coup, le DLC tourne autour de Michaela et de Mesmer. Voilà. Même s'il y a un peu des choses qui sont liées et tout ça, c'est plus comme ça qu'il faut le voir. Version sombre du plateau Altus, au bout duquel se dresse le château noir de Mesmer. Vous avancez naturellement vers une nouvelle croix qui agite tel un phare dans la nuit. À côté, Leda et le Carastien fixent le château noir. Exactement. La chevaleresse vous demande si vous avez déjà rencontré ses camarades. Leur association surprend car venant de contrées différentes, ils auraient certainement croisé le fer si Michaela ne les avait pas charmés. Pour Leda, seul un dieu vivant est capable de telles prouesses. En ce qui concerne le Kérastien, elle admet qu'il aurait toutes les raisons du monde de s'en prendre violemment au reste de la bande dans d'autres circonstances. Néanmoins, même s'ils vécurent une tragédie, les Kérastiens n'étaient pas non plus des enfants de cœur et partageaient le même désir de conquête que les autres hommes. Ils eurent simplement le malheur de perdre la guerre. À côté du Kérastien, vous mettez de côté une invitation trouvée sur le sol et lancée par un inconnu qui vous propose de l'affronter si vous souhaitez suivre la voie du guerrier. Le Kérastien, quant à lui, renouvelle sa confiance à Michaela, qu'il croit sincère quand il prétend vouloir renoncer à son héritage afin d'expier le péché licencieux de l'Arbre-Monde. L'Altus Occulte est un lieu riche en curiosités pour l'aventurier curieux. Il y a tout d'abord le fort de la Faille Brumeuse vers l'ouest. Devant probablement son nom au canyon plongé dans le brouillard qui le borde, il abrite des soldats de Mesmer. Parmi eux, on trouve Garieux, un chevalier noir capable de manipuler les aspects du creuset à la manière d'Edred. Le fortin nettoyé, vous plongez dans la vallée enténébrée pour découvrir de nouvelles catacombes. Similaires à celles du reste de l'Entreterre, elles regorgent de pièges et autres dangers mortels. On comprend pourquoi en les explorant. Ce tombeau est tout d'abord celui d'Andreas, commandant des chevaliers noirs de Mesmer. Doté d'une force colossale, il maniait avec talent les pouvoirs du creuset. Resté fidèle à son maître après son bannissement de l'Arbre-Monde, il finit par se rebeller quand il découvrit sa nature ophidienne. Sa prise de position vertueuse lui valut d'être emprisonné dans cette crypte. Mais le véritable trésor de ces catacombes réside dans ses profondeurs, là où se prolongent habituellement les racines de l'Arbre-Monde. D'ailleurs, vous m'aviez dit que le visage là derrière, c'est quelqu'un qu'on connaît, c'est ça? Genre, je sais plus, vous m'aviez dit c'est du lore, parce qu'on l'a aperçu une fois. Lui, on l'a, enfin une fois ou plus, je sais plus, mais lui, on l'a vu la première fois, genre quand on a battu la toute première racine qui était dans le château de Godric, je crois. Oh, j'ai un doute. Godwyn. Oui, Godwyn. Godwyn qu'on a vu dans la première vidéo du lore. Ouais, Godwyn. Découvrez le visage de Godwyn déformé et avec lui un chevalier. C'est bien, je me posais les questions avant qu'il réponde et que vous répondiez. Jadis garde du corps du demi-dieu, il se mit en quête de son maître mais ne trouva que son cadavre transfiguré et en devint le protecteur. Sur l'Altus Occulte se trouve également l'église de la Croisade. Probablement somptueuse autrefois, elle n'est désormais que ruine. Quillin en profite pour attaquer de nouveau, mais son assaut est encore une fois repoussé. Alors que son spectre se désagrège, il s'adresse à Marika car il sent que la grâce l'abandonne. Vous décidez ensuite d'honorer l'invitation trouvée plus tôt. Le point Pareil, Xavius, Godwyn, Godric, Radagon. Ouais, tous les noms sont un peu similaires, ouais. de rendez-vous se trouve dans une ville ravagée. Pourtant, il se pourrait que l'armée de Mesmer ne soit pas responsable de ce désastre, car la cité donne l'impression de s'être effondrée sur elle-même, comme si la terre l'avait engloutie. Au pied d'une autre croix de Michaela attend Dane. Son collier en or est le symbole d'un groupe de chercheurs spirituels qui appartiennent à la secte de Mortefeuille. Ces fidèles rejettent toute notion de dépendance à autrui, recherchant avant tout l'autodiscipline et l'autosuffisance. Quand les feuilles de l'Arbre-Monde commencèrent à tomber, ils entrevirent le déclin et l'affaiblissement de l'ordre. Les adeptes de la secte de Mortefeuille adoptèrent alors une foi stricte, puis... Du coup, c'est ça le péché de Marika, le fait qu'elle ait isolé le royaume des ombres du reste de l'Entreterre. Apparemment, genre, un des plus gros péchés de Marika, ça a été d'isoler la tour divine. Mais j'ai pas encore compris pourquoi. J'ai pas saisi. C'est un peu spécial, mais genre, apparemment, ce serait ça. C'est le fait d'avoir... Je sais pas, il a dit c'était un gros truc qu'elle a fait, genre d'emprisonner la tour divine à travers un... Je trouve qu'il raconte peu l'histoire. Bah ouais, il détaille beaucoup le chemin qu'on fait, mais je sais pas, peut-être que tout arrive à la fin. Mais je me dis, si vraiment on comprend pas, on regarde la vidéo de 3 heures, tant pis. Genre en mode on se dit vas-y.
à vénérer une nouvelle divinité. Sans mot dire, vous vous saluez et débutez votre duel. Dane n'utilise pas d'autre arme que ses membres, mais sa maîtrise des arts martiaux le rend redoutable. À l'issue de cette joute, il vous enseigne alors les arts de Mortefeuille. Avant d'explorer plus profondément les ruines de la ville, vous faites le tour des environs. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il retrace vraiment genre notre aventure, vraiment du point de vue d'un joueur. Et il l'a prévenu, il a dit je le fais façon film, mais c'est vrai que du coup, au niveau du lore, on comprend, il explique quelques trucs, mais peut-être moins en profondeur que l'autre. Mais c'est chouette, hein, genre c'est incroyable tous les plans et tout qu'il a fait. Je me dis il a dû mettre plein de modes pour pouvoir faire les plans et tout. Mais ouais, c'est ça, genre en mode là pour l'instant on n'a pas une trop croix marque l'histoire. une étape majeure dans l'entreprise de Miquella, puisque c'est là qu'il renonça à son œil, nouvelle qui laisse Ansbach pantois. En effet, le globe oculaire du demi-dieu n'a rien d'un vulgaire morceau de chair. Au contraire, il symbolise une grâce inouïe et prouve son ascendance empyréenne. L'ancien serviteur de Mog se demande si Miquella est également prêt à renoncer à son héritage, à son destin en tant qu'enfant de l'arbre-monde. Pour Ansbach, si le fils de la reine est venu dans le royaume des ombres, c'est pour se rendre dans la tour divine où il deviendra un dieu. Comment ? En utilisant le portail divin qui vit autrefois naître une divinité que le vieux sage ne connaît que trop bien, Marika elle-même. Non loin des ruines où Dane vous a défié en duel, un chemin dérobé permet d'accéder à la base de Ro, l'une des régions les plus préservées du royaume des ombres. On y croise une multitude de créatures différentes, mais le plus intéressant reste sans doute les catacombes du Scorpion où repose Hugh. Chevalier noir, fils et bras droit d'Andreas, leur commandant, il se souleva également contre Mesmer. Même s'il était le champion de la chasse à la bête divine et en avait empalé plus d'une lui-même, Mesmer le fit emprisonner dans ce tombeau, à regret. Dans la ville dévastée, un passage semble se dessiner lorsque l'on regarde de plus près la faille béante. À l'autre bout du chemin se trouve le village de Bonny, un lieu très particulier. Au milieu des maisons délabrées, des jarres de taille variée s'accumulent, tandis que de grands potentats se promènent la croupe à l'air, un énorme couteau de boucher à la main. Attention cependant à ne pas se laisser tromper par leur apparence, car leur rôle confinait aux divins dans la société des Kérastiens. En effet, ils étaient chargés de dépecer, de démembrer les corps humains qui finissaient dans les jarres qui s'amoncellent dans le village. Leda l'a très bien dit, les Kérastiens n'avaient rien d'enfant de cœur, et leurs victimes en ont fait les frais. Leur préférence allait au peuple des chamans, dont ils appréciaient la chair. Pas pour la consommer, non, mais elle avait une propriété singulière, celle de se mélanger parfaitement aux autres. Dans leur folie, les Kérastiens avaient fini par se convaincre que la seule raison d'être de ce peuple était de finir dans les jarres. Dans le village de Bonny, on trouve encore des traces de cette époque, avec notamment les fouets dentus qui permettaient, grâce aux dents carriées qui le constellaient, d'injecter un poison mortel à chaque coup. Les grands potentats étaient des bourreaux, et pour les aider dans leurs tâches, ils portaient un masque grotesque conçu à partir de chenilles solidifiées. L'objet devait repousser toutes les pensées impures, les doutes, la tentation et tous les autres signes de faiblesse dont un individu peut être victime lors de l'accomplissement d'un rituel divin. Au-delà de l'horreur que racontent ces maisons délabrées, Bonny abrite aussi une curiosité, unique dans le royaume des ombres. À l'orée du village, comme à l'abri des regards, on trouve la mue d'un serpent. De taille conséquente, on imagine aisément que la bête a encore grandi depuis. Pourtant, aucune trace d'elle dans les parages. Dans les geôles du village, des centaines de corps mutilés jonchent le sol. Mais ça, c'est pas mal. C'est pas mal ce qu'il fait parce qu'il y a tellement de détails que j'ai pas vu parce que quand on explore, on essaye d'échapper aux ennemis, les machins et tout, que ça. Et je l'ai pas vu la peau de serpent, putain. J'ai pas vu. J'ai pas vu tout ça. Côté d'une guillotine, une armure de la nuit a été abandonnée. Les lignes fines qui recouvrent sa surface rappellent des empreintes digitales. On raconte que quiconque revêt cette armure est immédiatement plongé dans l'obscurité totale. Pour cette raison, elle était réservée à ceux nés au plus profond de la terre, faisant d'eux des chevaliers de la nuit. Au fond de cette prison, on trouve un exécrable, à croire qu'il n'était pas un fléau uniquement pour les envahisseurs. En quittant le village de Bonny, un bruit sourd retentit dans tout le royaume des ombres. Ah oui, je m'en souviens. Putain. J'ai demandé ce qui se passait. Cela ne fait pas de doute, Miquella vient de détruire la rune majeure qui était en sa possession. Avant de continuer plus loin, le moment vous semble opportun pour rendre visite aux guerriers qui suivent le demi-dieu. Ansbach dit qu'en abandonnant sa rune majeure, Miquella a perdu son emprise sur ses fidèles. Malheureusement pour le vieux sage, des souvenirs terribles reviennent le hanter. Il se souvient comment il tenta de libérer son seigneur de l'envoûtement de Miquella et comment ce dernier prit finalement l'ascendant sur lui. Irradiant de pureté, le demi-dieu se sert de l'amour pour conquérir le cœur des hommes.
Pour Ansbach, rien ne saurait être plus terrifiant. D'ailleurs, il répugne à l'admettre, mais à cet instant, tout ce qu'il désire est de fuir le plus loin possible. Sir Moore se sent vide maintenant que le lien avec Michaela est brisé. Il a l'impression d'avoir été abandonné une seconde fois et ignore quoi faire. Vous lui conseillez de tourner la page plutôt que de se morfondre à jamais. Encore abasourdi, Sir Moore préfère voir dans le geste du demi-dieu une preuve d'amour adressée à tous les mal-aimés, une preuve d'amour destinée à apaiser les souffrances. De son côté, Freya souhaite voler de ses propres ailes. Elle vous confie qu'elle ne désire pas pour autant croiser le fer avec les autres membres du groupe, mais elle doit élucider un mystère. Un jour, Michaela fit une promesse à Radan, un serment qui serait honoré au cœur du royaume des ombres. La chevaleresse des Lions Rouges veut découvrir de quoi il s'agit. Freya concède cependant regretter de ne pas avoir l'occasion d'affronter des guerriers aussi valeureux que Leda ou Ansbach. Pas parce qu'elle souhaite leur mort, non, mais simplement pour repousser ses limites. Thiolier est perdu, hanté par sa mémoire. Le visage et le parfum de Sainte Trina lui reviennent, tout comme son attrait pour le sommeil, un sommeil qui serait doux comme le velours. Thiolier craint cependant la colère de Michaela, car après tout, il a succombé au charme de Sainte Trina tout en sachant pertinemment qu'elle était la moitié rejetée du demi-dieu. Pourtant, il se dit prêt à tout sacrifier pour l'admirer une dernière fois. D'ailleurs, il compte partir sur la côte. Est-ce que quand on tue Michaela, genre là, je sais pas si j'ai tué Michaela, mais j'ai tué du moins son consort. Si on va voir Trina, elle dit un truc en mode ouais, en fait, on n'a pas tué Michaela, on a tué son consort. Je sais pas. Hmm. Hmm. Céruléenne car Sir Moore a découvert des nymphéas pourpres là-bas. Ces fleurs ne poussant qu'en présence de Sainte Trina, Thiolier en déduit qu'elle fut abandonnée là-bas. Le Kérastien quant à lui est nettement moins courtois et ne vous témoigne aucune sympathie. Néanmoins, il demeure convaincu que Michaela respectera son On ira la engagement voir. et accordera la rédemption à son clan une fois élevé au rang divin. Le Kérastien se réjouit de voir Marika et l'infâme Arbre-Monde privés de leur divinité. Mais avant, sa soif de vengeance lui ordonne de tuer Mesmer l'Empaleur. Rien d'autre ne pourrait l'apaiser. Leda, enfin, reste fidèle à Michaela car sa dévotion ne dépendait pas d'un quelconque envoûtement. Consciente que ses compagnons d'aventure pourraient penser différemment, elle songe à passer au fil de l'épée ceux qu'elle considère comme des mécréants indignes d'apprécier la présence du futur dieu. Pour Leda, seul le Kérastien est réellement dangereux. Consumé par une soif insatiable de vengeance, rien ne garantit qu'il ne pointera pas sa lame en direction de Michaela une fois Mesmer mort. La chevaleresse de l'Aiguille prévoit donc de suivre le guerrier jusqu'au Château Noir, où elle passera à l'attaque. Désormais prêt à reprendre votre voyage, votre curiosité vous mène jusqu'à une immense cathédrale construite sur un plateau. Dans le cimetière attenant, la tombe d'un très jeune garçon nommé Yori retient votre attention. La mort est toujours triste, et quand elle touche un enfant, elle prend une dimension particulière. Plongé dans l'obscurité, l'édifice semble avoir été déserté par les fidèles depuis longtemps. Pourtant, un homme siège sur la cathèdre. Le bougre est fort aimable. Prénommé Ymir, il se présente en tant que comte. Détail qui retient votre attention, sa tenue rappelle celle des érudits de Raya Lucaria. Ymir est surpris de vous voir car peu de personnes s'arrêtent dans sa cathédrale. Pour vous souhaiter la bienvenue, il vous offre un pendentif ainsi qu'une carte indiquant l'emplacement de ruines sacrées. Selon la légende, elles abriteraient une cloche et les étoiles guideraient le destin de la personne capable de la faire sonner. Le comte précise qu'il était un sorcier des pierres d'éclat, étudiant les étoiles pour comprendre la vie en leur sein. À l'origine, il y eut une explosion dans le cosmos dont nous serions tous issus. Ymir trouve l'idée vertigineuse car elle fait de nous les enfants de la volonté suprême. Et pourtant, l'esprit humain peine à appréhender toutes les implications. Avant de prendre congé, Ymir vous demande de faire attention où vous mettez les pieds dans la cathédrale afin de ne pas blesser accidentellement le petit garçon. Vous ne comprenez pas vraiment à qui il fait allusion, mais pas contrariant pour un sou, vous acquiescez. En partant, vous remarquez une chevaleresse qui porte une armure de la nuit. Peu loquace, elle vous met en garde. L'amabilité du comte est un présent généreux et si vous trahissez sa confiance, vous en payerez le prix. Perplexe, vous retournez voir Ymir. Vous le surprenez alors en train de cajoler une main arachnéenne. Votre sang ne fait qu'un tour quand il l'appelle Yori, car vous comprenez que le pauvre homme a sans doute perdu la raison suite au décès de celui qui devait être son fils. Impassible face à lui, vous l'interrogez sur la chevaleresse. Prénommée Yolan, elle a vécu une grande tragédie, mais Ymir ne rentrera pas dans les détails. Même si la guerrière est brute de décoffrage, il assure qu'elle est une personne au grand cœur, comme sa petite sœur d'ailleurs. Rassuré, vous partez pour la côte céruléenne où se trouvent les ruines sacrées. L'endroit est très particulier et ne ressemble à aucun autre.
On aimerait lui trouver du charme, mais le silence absolu et ses gigantesques excroissances rocheuses qui rappellent les doigts confèrent à ce lieu un caractère particulièrement sinistre. Pire, peut-être la sensation d'être observé. En effet, le promeneur égaré aurait tort de croire qu'il s'aventure seul dans ces ruines, car tapi dans l'ombre, ou suspendu au-dessus de sa tête, l'ennemi guette. Au centre de ce qui ressemble à un cratère, la cloche mentionnée par Ymir ressemble plus à une corne qu'à autre chose. Souffler dedans la fait résonner dans tout le royaume des ombres. Les ruines sacrées ne sont pas le seul lieu digne d'intérêt sur la côte céruléenne. La barrière magique qui empêchait autrefois toute intrusion dans la faille découverte plus tôt est désormais dissipée, l'occasion pour vous de découvrir un monde souterrain insoupçonné. Dans une grotte sans fond, d'innombrables cercueils de pierre s'entassent les uns sur les autres dans un équilibre fragile, menaçant chaque seconde un peu plus de tomber dans le vide. Sans surprise, la putrescence est omniprésente. Avec le temps, les sarcophages se sont abîmés, brisés pour certains, et les corps qu'ils contenaient se sont liquéfiés en une masse pourrie. Au pied d'une nouvelle croix, un spectre se demande comment Miquella pourrait prétendre secourir les autres, puisqu'il n'a pas réussi à sauver son amour et l'a abandonné ici. Étonnamment, des animaux se sont rassemblés dans ce lieu lugubre. Paisibles, ils ne sont pas effrayés par le danger qui les entoure. Leur présence dans les profondeurs est inexplicable, mais ils regardent tous dans la même direction. Au bout du chemin, le vide vous tend les bras et vous l'embrassez. Au fond, c'est une mare géante de pourriture que vous découvrez. Là, les corps putréfiés, liquéfiés, se sont mêlés au nectar de Sainte Trina, ce qui eut pour effet de donner vie à un guerrier qui vous attaque avec ardeur pour protéger sa créatrice. Le danger écarté, vous découvrez un tunnel étroit au bout duquel résonne la voix de Thiolier. Apparemment sur le point de consommer un poison mortel, il supplie Sainte Trina de lui parler. À votre arrivée, il se livre et dit qu'il se sent dérivé, emporté par le flot du poison. Mais il ne regrette rien, car il est convaincu qu'il entendra bientôt la voix de sa bien-aimée. Il vous exhorte également à ne pas suivre son exemple, car d'après lui, personne d'autre ne peut supporter le nectar de Sainte Trina. Cette dernière revêt une apparence étonnante. Pas vraiment humaine, son corps semble avoir fusionné avec une énorme fleur pourpre. Les traits de son visage sont fins et juvéniles. Endormie, Sainte Trina dégage une certaine douceur qui contraste avec les propos de Thiolier. Faisant fi de sa mise en garde, vous goûtez le fameux nectar qui vous foudroie sur le champ. Vous recommencez alors une deuxième fois, puis une troisième. Lors de la quatrième tentative, alors entre la vie et la mort, la voix de Sainte Trina résonne dans votre tête. L'amour perdu de Miquella vous implore de mettre un terme à son plan. À votre réveil, vous partagez la nouvelle à Thiolier qui refuse de vous croire car il est impensable que la moitié perdue du demi-dieu s'adresse à quelqu'un d'autre que lui. Le pauvre homme finit par s'énerver et jure qu'il ne vous pardonnera jamais. Sans prêter attention à ses propos, vous buvez à nouveau le nectar de Sainte Trina. Cette fois, elle dit que la divinité serait une prison pour Miquella et qu'il serait impossible à sauver. Elle vous demande alors de le tuer et de le pardonner pour ses péchés. Thiolier est hors de lui et vous traite de tous les noms, même s'il finit par envisager la possibilité que vous disiez vrai. Submergé par la colère, il passe à l'attaque. Lors de votre rencontre, il avait précisé être faible. Ce duel est l'occasion de voir qu'il n'avait pas menti. Vaincu, il finit par reconnaître qu'il n'a jamais rien apporté de bon à personne et estime mériter une mort déshonorante. Vous partez sans vous retourner. De retour à la cathédrale, Ymir ne cache pas sa joie d'avoir entendu le tintement exalté de la cloche. Il vous confie une deuxième carte pour vous aider dans votre quête. Le conte évoque alors la nature du monde, sa vanité, son hypocrisie, la folie des hommes et leur souffrance amère. Au fond, il pense qu'aucune rédemption n'est possible, car Marika et les doigts qui l'ont guidé étaient déficients, dérangés dès leur venue au monde. Si les racines sont pourries, il n'y a pas d'issue. Quant à Miquella, Ymir pense que si le demi-dieu a décidé de renoncer à son héritage, c'est parce qu'il savait sa lignée corrompue, alors que la faute incombait en vérité à sa mère. La prochaine étape de votre voyage vous conduit jusqu'au quartier religieux du Château Noir, un lieu qui fut submergé par les eaux pour une raison inconnue. En passant par le toit de l'église, vous retrouvez Quilin à l'agonie, en train d'implorer Marika de lui accorder sa grâce pour lui être resté fidèle jusqu'au bout. Désolé pour lui, vous lui donnez un iris de grâce afin d'abréger ses souffrances. Après avoir drainé l'eau, vous découvrez un premier chemin qui mène à un beau panorama sur l'arbre occulte. L'endroit est gardé par Gaius. Premier élève du seigneur d'Albâtre, il étudia la magie gravitationnelle avec Radan. Le pauvre Gaius fut maudit dès la naissance. En effet, albinorique de première génération, il était condamné à perdre l'usage de ses jambes. Peut-être est-ce parce qu'ils étaient tous deux damnés que Mesmer devint son ami et fit plus tard de lui le commandant de son armée. On dit aussi que Radan considérait les deux guerriers comme des frères aînés. Quand Marika abandonna Mesmer dans le royaume des ombres, Gaius resta fidèle à son ami et garda toujours l'arrière du château noir. À la pointe de l'Altus occulte,
Un énorme calice semble avoir été abandonné. Asséché depuis longtemps, il servait sans doute à recueillir la sève de l'arbre occulte autrefois. Même si la source est tarie, la vue n'en demeure pas moins spectaculaire. L'arbre tortueux, brisé, accumule toute la rancœur nourrie à l'encontre de Marika. Vous découvrez aussi l'arrière-pays du Royaume des Ombres, une région qui ne ressemble pas aux contrées dévastées visitées jusqu'à présent. Les fleurs sont nombreuses et l'endroit respire la sérénité. On aurait presque envie de le contempler pendant des heures, mais 2 sentinelles de l'arbre patrouillent. Que peuvent-elles bien protéger ici? La réponse dépasse l'entendement. Au-dessus se trouve un petit village, mais pas n'importe lequel, celui des chamans, ce peuple martyrisé par les Kérastiens. À l'entrée, un arbrisseau pousse au milieu d'un champ de fleurs. Vous éprouvez un sentiment familier quand soudain, tout devient limpide. Cet arbrisseau est un arbre-monde mineur, et si le village baigne ainsi dans la grâce, c'est l'œuvre de Marika. D'ailleurs, vous trouvez près d'un autel l'une de ses tresses dorées. La reine est une chamane, et c'est la raison pour laquelle elle a souhaité l'extermination des Kérastiens. Vous compatissiez au sort de ces derniers, mais vous comprenez désormais la fureur de Marika. Leda disait vrai, les Kérastiens n'étaient pas des enfants de cœur. À proximité du village se trouvent d'autres ruines sacrées. Un cratère à proximité dans lequel une créature stellaire erre laisse penser que ces formations rocheuses sont le résultat d'une pluie d'étoiles sur l'entreterre. La cloche sonnée, Ymir évoque la nature du monde. Il réitère alors ses propos sur les doigts et leur démence qui ont induit Marika en erreur. Pour lui, le problème vient de leur mère qui est dérangée. Selon le conte, les doigts ne seraient que des enfants immatures et par conséquent des victimes. Mais avec une bonne mère, tout serait différent. Faites un tour pour digérer toutes ces informations et constater, à votre retour, qu'Ymir a disparu. Le jeu. Sur la cathèdre, vous remarquez un bouton qui, une fois pressé, dévoile un passage secret conduisant jusqu'à de nouvelles ruines sacrées. Construire une cathédrale sur un tel lieu peut sembler incongru, mais vous commencez à comprendre les motivations d'Ymir. Anna, la petite sœur de Yolan, essaye de vous empêcher de sonner la 3e cloche, sans succès. Les actes ont des conséquences et vous faites rapidement face à Métyr, fille radieuse de la volonté suprême, dans un lieu qui semble coupé du reste du monde. Métyr fut la première étoile filante à s'abattre sur l'entreterre et est connue pour être la mère de tous les 2 doigts ainsi que celle des mains arachnéennes. En quittant ce monde, la volonté suprême devait continuer à transmettre sa sagesse à sa fille. Malheureusement, Métyr fut attaqué et son annulaire amputé, l'empêchant alors de communiquer avec elle. Le message transmis aux 2 doigts était donc corrompu. Ces derniers guidèrent les empyréens sans savoir qu'ils ne servaient plus la volonté suprême. Pourtant, ils jouèrent un rôle déterminant dans la création de l'arbre-monde. Et si Marika utilisa la matière primaire du creuset pour le faire, c'était bien sous leur impulsion. Sur le point de mourir sous vos assauts répétés, Métyr parvient à ouvrir une faille dimensionnelle et à s'enfuir. Vous ne la reverrez plus jamais. Yolan est furieuse car le comte est profondément meurtri et réclame votre tête. La chevaleresse expédiée, c'est Ymir qui se montre à vous sous une nouvelle forme. Le corps recouvert de mains arachnéennes, il manifeste l'envie de remplacer Métyr et assure qu'il sera une bonne mère. La mort de son fils Yori le fit sombrer dans la folie. Se sentant coupable, l'érudit se mit en quête d'un moyen pour le ressusciter et pensait réussir en devenant la nouvelle mère des doigts. Le combat terminé, vous allez voir Yolan qui agonise. Incapable de voir les étoiles ou les cieux, l'obscurité la tétanise. Touché par son sort, vous lui offrez un iris de grâce qui rend supportable ses derniers instants. Ne sachant que faire, vous retournez dans le quartier religieux pour explorer l'autre chemin dévoilé par la libération des eaux. D'apparence banale, il mène pourtant jusqu'à la base de l'arbre occulte, lieu d'une importance capitale. Il est d'ailleurs gardé par 3 avatars qui, dans un esprit d'équité, préfèrent attaquer chacun leur tour. Au terme d'un combat acharné, vous découvrez que ces créatures avaient également en leur possession la rune brisée de Miquella. Désormais vidée de tout pouvoir, elle ne présente pas d'autre intérêt que celui de protéger contre les envoûtements. Après avoir repoussé l'échéance à plusieurs reprises, vous vous rendez au Château Noir, demeure de l'Empaleur. Là-bas, un spectre refuse toujours de croire que Marika ait pu les abandonner car Mesmer est son fils. Il n'a pas tort, mais avant de pouvoir réfléchir à la situation, vous trouvez Leda et le Kérastien qui croisent le fer. Oh, Vous décidez d'aider. ça je l'ai pas vu ça. Réfléchir à la situation, vous trouvez Leda et le Kérastien qui croisent le fer. Vous décidez d'aider ce dernier car les motivations de la chevaleresse de l'Aiguille paraissent infondées. Elle n'est pas surprise, convaincue que la compassion est le propre de l'homme, pour le meilleur et pour le pire. Leda vaincu, le Kérastien exige que vous restiez en dehors de cette histoire car il s'agit de sa vengeance. Plus loin, vous découvrez un immense entrepôt où s'accumulent des milliers de tablettes, de parchemins et des spécimens préservés dans un état excellent, comme cette carcasse qui rappelle l'esprit ancestral royal affronté du côté de Noxtella. On regrette cependant de ne pas avoir plus d'informations sur certains trésors, comme ce réprouvé géant qui est crucifié. Le lieu est rempli d'érudits qui parcourent inlassablement les ouvrages entreposés sur les étagères.
Il est aussi gardé par des miliciens obscurs et, plus dangereux encore, des chevaliers de feu. Ces derniers étaient issus des familles les plus nobles de l'Arbre-Monde, mais elles les renièrent sans hésiter quand elles apprirent que leurs enfants avaient prêté allégeance à Mesmer. Ces chevaliers connaissaient véritablement leur maître, ainsi que le douloureux destin qui accompagnait sa forme damnée. Au sous-sol, on trouve un endroit étrange qui rappelle un hospice où les patients... La vidéo chaîne. La vidéo, c'est toute l'histoire de Elden Ring Shadow of the Otri. Et la chaîne, c'est Sky quelque chose. Je regarde. La vidéo, c'est Sky Marmotte. La chaîne, pardon. Des vives jarres. Peut-être que Mesmer, touché par le sort des chamans dont sa mère était issue, chercha un moyen de les aider. Au rez-de-chaussée, Ansbach consulte les archives. Il espérait prendre un nouveau départ, mais une idée le hante. Après la mort de Mog, son corps fut subtilisé pour être porté à Miquella. Rongé par les remords, Ansbach veut découvrir ce que le demi-dieu compte faire de la dépouille de son seigneur, même si la vérité l'effraie. Dans les étages supérieurs, vous croisez Freya. Elle enquête aussi de son côté sur un texte qui semble important, mais qu'elle ne parvient pas à déchiffrer. Plus loin, c'est un parchemin décrivant un rite secret que vous trouvez. Je me suis arrêtée à la rune brisée de Miquella, il s'est passé quoi avec Mesmer? Pour l'instant, on ne sait pas ce qui s'est passé avec Mesmer. En fait, tout ce qu'on sait, c'est qu'à un moment donné, Miquella a brisé sa rune majeure, donc ça y est, je crois qu'il est passé du côté divin en brisant sa rune. Et du coup, en fait, il a brisé le lien. En faisant ça, il a brisé le lien qu'il avait avec les gens qu'il avait envoûtés. Et donc, du coup, il y a beaucoup de PNJ qui n'étaient plus forcément en faveur de Miquella, qui se sont souvenus, en fait, de ce qu'ils avaient fait et tout. Et donc, du coup, il y a des gens qui continuent à prêter allégeance à Miquella, du genre Leda. Il y en a d'autres qui, du coup, retrouvent la mémoire, Ansbach, justement. Et là, justement, il est en train de nous raconter que Ansbach, qui est anciennement serviteur de Mog, qu'on a croisé pendant le jeu principal, il vient de découvrir que Miquella avait pris la dépouille de Mog pour quelque chose et il ne sait pas encore quoi. Et donc, du coup, il est pris de remords et tout ça, tout ça. Voilà. Quand la rune majeure se brise, libère Leda et ses compagnons de l'envoûtement de Miquella. Tu peux parler à Leda et elle te fait part de ses doutes sur ses compagnons. Elle a des doutes sur le Kérastien. Du coup, à Château-Noir, tu peux aider Leda, soit aider le Kérastien qui conduit à un combat entre les deux. Ah, putain, mais ouais. Mais en fait, la manière dont il la tourne, c'est bien parce que ça fait suite. Il fait tout à la suite, genre dans la suite chronologique, pardon. Mais c'est vrai que nous, comme on a fait j'ai l'impression qu'on a fait un peu dans le désordre et donc il y avait des passages de dialogue que j'étais en mode, je comprends pas trop ce que ça veut dire, genre en mode, voilà. Et du coup, c'est bien, il a mis tout dans le bon ordre. Ansbach est choqué à sa lecture. Miquella utilisera le corps de Mog comme réceptacle pour accueillir son roi consort qui n'est autre que Radahn. Le demi-dieu n'a que faire de l'âme du Seigneur du Sang et ne convoite rien de plus que son enveloppe charnelle. Une telle humiliation est inacceptable pour Ansbach, mais il pense être désormais trop vieux pour se battre. Vous évoquez alors la présence de Freya dans le bâtiment. Confiant en ses capacités, il pense qu'elle pourrait mener le combat et vous demande de lui porter une lettre. La chevaleresse des Lions Rouges comprend immédiatement la situation, mais ne partage pas le même point de vue qu'Ansbach. Même si Radahn connut une fin honorable lors du festival de la guerre, elle le préfère vivant que mort et ne voit donc aucune objection à ce que Miquella le ressuscite. Freya vous confie que ses doutes sont désormais dissipés et vous demande de transmettre ses salutations à l'honorable Ansbach, tout en ajoutant que ce serait un honneur de l'affronter sur un champ de bataille. Le vieil homme n'est pas surpris, il est même amusé. Votre mission accomplie, vous filez vers la chambre de Mesmer. D'abord plongé dans l'obscurité, la pièce s'illumine à votre entrée. Je l'ai fait très très tôt en fait, Mesmer, putain. Je l'ai fait très 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 tôt dans le jeu. Enfin dans le DLC, putain. L'empaleur siège sur son trône, accompagné de ses fidèles serpents. Il ne cache pas sa surprise de voir un sans éclat se présenter à lui et se demande comment sa mère pourrait octroyer la noblesse. J'avais même pas. L'empaleur siège sur son trône, accompagné de ses fidèles serpents. Il ne cache pas sa surprise de voir un sans éclat se présenter à lui et se demande comment sa mère pourrait octroyer la noblesse à un homme de si piètre ascendance. Mesmer demeure cependant inflexible et annonce qu'il continuera à brûler vifs tous les êtres répudiés par la grâce dorée. Le Kérastien intervient dès le début du combat pour assouvir sa soif de vengeance. Mesmer, dos au mur, mais incapable d'accepter un seigneur privé de grâce,
vous dévoile son véritable visage. Dans un geste désespéré, il arrache le sceau de Marika qui lui servait d'œil droit et dont le pouvoir limitait l'influence du serpent primordial logé dans son orbite. L'empaleur expose alors pleinement sa nature ophidienne. Vous faites le rapprochement avec la mue de serpent trouvée dans le village de Bonnie et réalisez que c'était probablement la sienne. Au terme d'un combat intense, vous finissez par le pourfendre au nez et à la barbe du Kérastien. Au moment de mourir, et non sans une certaine mélancolie, Mesmer maudit sa mère. Le Kérastien quant à lui est très satisfait et vous témoigne sa gratitude. Cependant, son bonheur est de courte durée, car il réalise qu'il a toujours soif de vengeance. Finalement, Mesmer n'était que le point de départ de sa croisade personnelle, et il compte bien tuer Marika, ses enfants, ainsi que les habitants de l'Entreterre. D'ailleurs, Ouais, la rédemption sa mère, de c'est Michaela ne Marika. l'intéresse plus. Les deux Son père, je sais pas qui c'est par contre. avaient finalement raison de se méfier de lui. En retraversant le château, vous empruntez une échelle aperçue plus tôt. Mais je pense qu'on va regarder la vidéo de 3 heures, genre tant pis. Genre en mode on a fini tôt de toute façon, donc enfin tant pis. Comme si c'était une tannée, mais genre c'est pas du tout une tannée, mais je pense qu'on va regarder la vidéo de 3 heures parce qu'il nous manque. Là, c'est effectivement, c'est comme disait Chaussette, c'est une run parfaite. Genre du coup, c'est bien, on a toutes les quêtes dans le bon ordre et tous les dialogues dans le bon ordre, mais il y a quelques points que j'ai du mal à saisir. Et ouais. Ouais, genre on va regarder la vidéo de 3 heures. Genre en mode je pense que ça ne fera pas de mal. Au bout, un sarcophage vous attend. Il vous transporte dans une nouvelle région où d'autres catacombes ont été construites. Singulières dans leur conception, Mais elles là, c'est permettent bien parce d'activer qu'on a vraiment le temps de voir les paysages, la manière dont il a filmé. Genre, c'est bien. Genre, en mode, quand j'explore, moi, j'ai pas le temps de regarder parce que je suis trop préoccupée par esquiver les mobs et tout ça. Et là, j'aime bien, c'est sympa. bois abyssaux, C'est un bon une complément. contrainte dont l'accès fut interdit par les Kérastiens. D'ailleurs, Yori, l'inquisiteur en chef, Ah, ça, veille c'était quelque toujours à chose. ce que personne ne passe. Pour quelle raison? Il faut dire que cette forêt n'est pas des plus accueillantes. La faute à une brume permanente et à la lumière du jour qui ne parvient pas à percer l'épaisse canopée. L'ambiance est oppressante? Non, pardon, elle est terrifiante. D'ailleurs, Torrent refuse de répondre à votre appel dans cette partie du royaume des ombres. Si des inquisiteurs kérastiens rôdent toujours dans les bois abyssaux, la plus grande menace est autre. Ce labyrinthe est le territoire des intouchables. Ces créatures indescriptibles défient l'entendement et on ne sait rien d'elles, hormis qu'elles tirent leur énergie de la flamme exaltée. Réputées invincibles, les affronter demande des réflexes exceptionnels et la moindre erreur est synonyme de démence mortelle. Au fin fond des bois abyssaux se dresse une immense bâtisse qui rappelle un presbytère. Comme un avertissement destiné à décourager les aventuriers les plus téméraires, des corps décapités ont été alignés devant l'entrée. Derrière les lourdes portes de la demeure, un intérieur dévasté vous attend. Une odeur de putréfaction se mêle à celle d'objets brûlés. À votre arrivée, la voix de Midra vous intime l'ordre de ne pas aller plus loin et le spectre présent dans le hall vous demande de tenir compte de ses paroles. Sûr de vous, vous décidez tout de même d'explorer le lieu. L'histoire du presbytère peut se lire sur les murs calcinés. Jadis, la forêt environnante baignait dans la lumière et était emplie d'une végétation luxuriante. Midra, un savant, eut le malheur de s'intéresser à la flamme exaltée et tenta de la contrôler. Hélas pour lui, ce fut un échec, précipitant au passage les bois dans la nuit sans fin que l'on connaît. Le châtiment de ses frères kérastiens fut terrible. Furieux à cause de ce blasphème inqualifiable, des inquisiteurs furent envoyés au presbytère. Sur place, ils massacrèrent les servants de Midra et détruisirent tout ce qu'ils purent. Preuve qu'ils prirent le problème très au sérieux, les guerriers cornus qui errent encore aujourd'hui dans la bâtisse. Au détour d'un couloir, vous tombez sur un portrait du sage de Nanaya, sa femme qui semble alors enceinte. Le cadavre de cette dernière se trouve non loin de là, piteusement abandonné sur une chaise. Quant à Midra, il survécut, en quelque sorte. Pour le punir, Ouais, alors oui. les inquisiteurs l'empalèrent sur l'espadon de la damnation et l'abandonnèrent à son sort. À l'agonie, Midra endura la douleur sans jamais se plaindre, à la demande de Nanaya. À votre approche, il se jette sur vous. Beaucoup trop faible pour vous inquiéter, il finit par craquer. Estimant avoir suffisamment souffert, il retire lui-même l'espadon qui le transperce de part en part et se transforme en seigneur de la flamme exaltée sous vos yeux. Au terme d'un duel intense, vous mettez fin à ses souffrances pour de bon. La suite de votre aventure se déroule dans les ruines anciennes de Ro. Accessibles depuis le Château Noir, elles sont les vestiges d'une civilisation antique qui précéda les Kérastiens ou Marika. Les causes de sa disparition sont inconnues. D'ailleurs, le temps a effacé toute connaissance du sujet. Seule certitude, ce peuple utilisait la magie féerique et aimait bâtir, à en croire les nombreuses ruines qui portent leur signature disséminées dans toute l'Entreterre. Les ruines de Ro sont un terreau fertile pour la vie. Ici se côtoient des Kérastiens, des démons sanglants, des exécrables, des adeptes de la putréfaction, mais aussi des animaux comme des hippopotames ou d'énormes scorpions. Sans oublier Dévonia,
la plus ancienne chevaleresse de l'ordre du Creuset, qui quitta l'Arbre-Monde pour découvrir les origines de son pouvoir. Aux confins de Rho, Romina, sainte du Bourgeon, garde l'église du même nom. Romina fut l'une des victimes collatérales de la croisade de Mesmer. Dans son église dévastée par les flammes, elle découvrit un bourgeon, un élément divin perverti qu'elle utilisa pour créer la putréfaction écarlate. Elle transforma ainsi les décombres calcinés en un lieu où la vie pouvait prospérer de nouveau. Romina fut profondément affectée par sa découverte, ressemblant désormais à un croisement improbable entre un humain, un centipède, un scorpion et un papillon. Mais peut-être n'est-ce pas surprenant, compte tenu de l'influence du Creuset dans cette contrée. Derrière l'église, vous découvrez une version miniature de l'arbre occulte. Il s'embrase facilement grâce à la graine ardente de Mesmer, brisant ainsi la malédiction qui pesait sur la tour sombre au-dessus de Bellura. Et Nyrilim n'attend plus que vous. L'endroit est majestueux comparé à la colonie. Véritable lieu de culte, on croise les élites kérastiennes qui ont survécu à la purge de Mesmer. Au sommet de la tour, Leda attend votre venue dans ce qui ressemble à une arène. Elle a fini par comprendre que vous n'avez jamais été sous l'influence de Miquella. Elle suppose alors que vous avez répondu à l'appel de l'Arbre-Monde, et que vous venez défier le demi-dieu avant de prendre possession du trône, chose qu'elle n'est pas prête à accepter. Freya vous attaque en premier, suivi du Kérastien. Puis Sir Moore et Dane Mortefeuille se joignent à eux. Enfin, Leda se montre. Heureusement, vous pouvez compter sur l'aide de Thiolier et d'Ansbar pour lutter face à ces valeureux guerriers. Après cette joute mémorable, le serviteur de Mog vous fait part de son inquiétude, car affronter d'autres guerriers de son rang est une chose, mais combattre un dieu en est une autre. Cependant, les prouesses au combat de Thiolier l'ont agréablement surpris, car il ne donnait pas cher de sa peau, compte tenu de son apparente fragilité de corps et d'esprit. Conscient que vous échangez probablement pour la dernière fois, vous confessez le meurtre de Mog. Ansbar n'est pas rancunier. Après tout, le duel fut honorable, et c'est le risque qu'encourent tous les seigneurs. Ce qui le chagrine vraiment, c'est que son maître succomba au charme de Miquella. Vous quittez le vieux sage avec une certaine amertume, car dans ce monde hostile, il est ce qui ressemble plus à un ami. Au sommet des Nyrilim, vous découvrez le portail divin que Marika utilisa pour devenir une déesse. Constitué de centaines de corps, le coût pour devenir un dieu est manifestement élevé, un détail qui n'est jamais mentionné dans les légendes de l'Entreterre. Toujours est-il que vous arrivez trop tard. Miquella est parvenu à honorer son serment en ressuscitant son demi-frère pour en faire son roi consort. Devant vous se dresse un Radan rajeuni, dans la force de l'âge. L'influence du corps de Mog est visible aux cornes de réprouvé qui ornent ses bras, mais c'est bien le général qui s'apprête à vous attaquer. C'est là une opportunité unique. Après tout, le Radan qui errait dans les dunes gémissantes n'était plus que l'ombre de lui-même, diminué par la putréfaction écarlate qui le rongeait. Le duel est âpre, mais au terme de la première manche, votre adversaire finit par mettre un genou à terre. Miquella décide alors d'intervenir pour l'aider. Désormais un dieu, il déclare que vous représentez un ordre passé et que vous devriez vous retirer. L'affrontement prend alors une toute autre dimension, car ce n'est pas tous les jours que l'on peut se mesurer à un dieu et à un demi-dieu en même temps. Une fois vaincu, vous réalisez que Thiolier et Ansbar n'ont pas survécu. Quant à Miquella, il laisse derrière lui un souvenir qui vous permet de revivre le serment jadis fait à son demi-frère. Désormais désœuvré et esseulé, vous partez retrouver Sainte Trina pour l'informer du décès de sa Ah bah moitié. tiens, informé, tiens, le retour à Trina, justement. Hélas, probablement toujours liée d'une certaine manière au fils de Marika, vous la découvrez morte allongée sur le sol, tel un pétale de fleurs abandonné. Ainsi s'achève votre voyage au cœur du royaume des ombres. Malaise. Il est temps pour moi de clore définitivement le chapitre Elden Ring ouvert en 2022 sur la chaîne. Je tiens à vous remercier Du coup, ça veut infiniment dire- pour votre patience. Ça veut dire que Cette Mog, quand vidéo il a vous volé le archive cocon de un Miquella peu. pour le cacher au palais Mogwin, il était manipulé depuis le début par Miquella. Ouais. Je pense bien. Mais la vidéo du lore nous donnera beaucoup plus de détails.